Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En ce 26 janvier 2026, nous célébrons la Journée internationale des énergies propres. L'heure n'est plus aux promesses, mais à l'action. Notre thème aujourd'hui, énergie propre, accélérer la transition pour un avenir durable, du solaire à l'hydrogène, comment transformer nos ressources naturelles en piliers de notre économie. Dans cette émission spéciale, nous décryptons les solutions concrètes, oui, pour passer à la vitesse supérieure. Mes invités ici en plateau avec moi, je vous les présente. Espérance Ouessou, bonsoir à vous. Bonsoir Arthur, comment vous allez? Ça va très bien, monsieur Espérance. Merci beaucoup. Également, meilleurs vœux à vous. Merci. Vous êtes énergéticien, bienvenue sur cette émission spéciale. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Yannick Chamois, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien, heureuse aussi année à vous. Merci également à vous aussi. Alors vous êtes expert en énergie propre. Merci de nous accepter sur ce plateau. Merci à vous. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons sur cet élément. Des appareils électroménagers, postes téléviseurs et même des climatiseurs fonctionnant à base d'énergie produite par ces plaques photovoltaïques. Ce n'est pas une chose courante au Bénin, mais elle existe. Les statistiques indiquent que difficilement 10 Béninois sur 100 utilisent cette forme d'énergie. Le soleil. Combien de personnes aujourd'hui utilisent ce soleil-là? L'énergie qui vient du soleil. Peut-être un Béninois sur 10. Parce que vous n'avez pas ou presque pas en campagne des maisons qui sont alimentées rien qu'à partir de l'énergie solaire. On a les plaques, c'est à peine peut-être pour charger des portables ou pour alimenter 2 lampes. Or, si on faisait l'effort, l'État accompagnait avec des bonnes mesures, on pouvait avoir assez de panneaux, assez moins chers, comme au Burkina, et chacun pouvait utiliser l'énergie solaire chez lui. Le Bénin est quand même dans ces énergies depuis les années 85. Les premières installations, c'était le ministre Oudou Ali qui était ministre de la communication à l'époque. Il fallait secourir les faisceaux hertziens pour l'OPT d'alors. Donc nous avions fait les premières centrales solaires pour alimenter des faisceaux hertziens à Birni, Gorobani. Après on a fait tout l'axe Savè-Guéné. Le Bénin a lancé des jalons pour l'utilisation des énergies renouvelables, notamment le solaire, depuis les années 85. Mais cette volonté a été plombée par l'inexistence de structures techniques. On a préféré s'enfermer dans l'utilisation des énergies fossiles avec ses nombreuses conséquences sur l'environnement, l'émission des gaz à effet de serre. Si c'est que nous avons une politique, une stratégie qui nous permet par exemple de récupérer rien que ces déchets ménagers, mais facilement nous pouvons avoir du gaz pour pouvoir satisfaire nos besoins. Au lieu d'aller faire des contrats pour avoir des grands générateurs qui vont utiliser du pétrole ou bien du gasoil. Depuis près de 2 décennies, une prise de conscience s'est emparée du monde. Les énergies fossiles s'épuisent, elles polluent l'environnement et ne comblent plus les besoins de développement. Depuis peut-être quelques dizaines d'années, les problèmes de délestage récurrents au niveau national, ajoutés à la pénurie, ont fait que, au centre des décisions, on a commencé à s'intéresser aux énergies renouvelables. Nous avons les déchets que nous produisons chaque jour, c'est-à-dire que les déjections humaines, l'urine, les bouts de vidange que nous jetons chaque jour. Nous avons aussi les animaux quand on les élève, les déjections animales que nous pouvons récupérer. Quand nous avons des unités de production d'ananas, les déchets qui sortent quand on est en train de faire la transformation de l'ananas en jus d'ananas. Quand nous sommes en train de produire de l'anacade, les déchets qui sortent. Quand nous sommes en train de produire du garri, les déchets qui sortent. Tout ça là peut être récupéré pour pouvoir produire du biogaz. Ce gaz peut servir à l'éclairage, à la production d'énergie électrique, mais aussi ça peut servir à cuire les repas à la maison. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Dès lors, les énergies renouvelables constituent le meilleur choix, mais elles exigent des mesures d'accompagnement pour l'étendre à un plus grand nombre. Par exemple, lorsque vous équipez votre maison avec un chauffe-eau solaire, il y a des programmes que l'État a mis en place qui prennent par exemple en compte la moitié du coût. Il faut qu'on permette aux Béninois de s'auto-équiper
et puis de reverser le différentiel sur le réseau SBE. Là, ça leur permet de vendre l'électricité de façon normale et sur des bases rentables financièrement. Parce que si c'est rentable, les gens vont s'intéresser. L'autre chose appelée de tout vœu, c'est la mise à l'épreuve des cadres béninois et le financement de la recherche dans les différents compartiments des énergies renouvelables. Il nous manque assez de projets qui appellent des défis nationaux. Les Béninois, on a l'impression que nous avons toujours une gouvernance extravertie. On ne croit pas à nos capacités intellectuelles, d'où les budgets nationaux de fonctionnement ne prennent pas en compte la dimension recherche scientifique. Elles sont des sources d'énergie inépuisables données gratuitement par la nature, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse, l'énergie marémotrice, des sources d'énergie propres pour produire le courant sans abîmer la terre. Alors, retour sur ce plateau. Yannick, nous étions déjà habitués à entendre parler d'énergie renouvelable, énergie solaire, mais aujourd'hui, on parle d'énergie propre. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Une énergie propre, déjà, c'est une énergie qui ne pollue pas ou pollue peu. Oui. Admettons ce qu'il y a en énergie ça dit propre. que l'énergie renouvelable pollue énormément, c'est ça? Non, pas du tout. L'énergie renouvelable, justement, est une énergie qui pollue peu. Okay. Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle ne pollue pas, parce qu'il y a toujours effectivement la production qui doit être faite, notamment si on parle de panneaux solaires et de batteries. Mais bien sûr, elle pollue nettement moins que des énergies fossiles qu'on peut retrouver comme du fuel, du gaz ou même du charbon aussi, qui aussi émet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est tout le sujet en fait de vraiment, une énergie propre, qu'on retrouve très souvent, ça peut être... Est-ce que vous pouvez déjà me donner quelques exemples d'énergie propre? Dans les énergies propres, on va retrouver tout ce qui est des biodigesteurs, donc c'est des unités qui vont permettre de valoriser des déchets en gaz naturel, qu'on peut retrouver présent à beaucoup d'endroits. On va avoir tout ce qui est énergie solaire, énergie éolienne aussi, le vent. Et en fait, tous ces systèmes, même le vent... si on regarde bien, les moteurs des voitures sont alimentés par justement un alternateur qui va charger une batterie. Et en fait, si on branche cela à une éolienne, on peut retrouver en fait une énergie très rapidement. Très rapidement. Et c'est une énergie qui est abondante, qu'on a à disposition. Parfait. Monsieur Espérance, oui, énergie propre. Énergie propre aujourd'hui. C'est un thème quand même que nous n'entendons pas souvent. Habituellement, c'est énergie renouvelable, énergie solaire, mais pourquoi énergie propre? Énergie renouvelable, je vais commencer par ce que vous maîtrisez ou ce que le commun des Béninois ou de nos téléspectateurs maîtrisent le mieux. L'énergie solaire, c'est une partie d'énergie renouvelable. Et l'énergie renouvelable a aussi une partie de l'énergie propre. Donc je dirais que le grand ensemble, ça fait c'est l'énergie propre dans lequel vous avez des sous-ensembles en termes d'énergie solaire et d'énergie renouvelable, que ce soit tout ce qui est biomasse, que ce soit tout ce qui est éolien, que ce soit tout ce qui est hydroélectricité. Donc toute cette famille réunie va former ce que nous appelons l'énergie propre. Propre parce que son bilan carbone devient positif pour notre écosystème. Chamois disait tout à l'heure qu'en termes de coût également, c'est réduit comparativement aux autres types d'énergie. Non, pas forcément. Quand vous prenez le coût de production, ce n'est pas systématiquement, c'est en fonction de la capacité et puis tout ce que vous mettez en jeu, que vous voulez alimenter, qui vous permet aujourd'hui de voir si mon investissement serait inférieur par rapport à aller produire de l'énergie à partir de ce qu'on connaît beaucoup plus classique, c'est-à-dire l'énergie thermique. Et si aujourd'hui l'énergie thermique est largement en avance sur les énergies propres, c'est parce que, évidemment, son coût de production est largement moins cher par rapport à l'énergie propre. Et c'est là toute la question aujourd'hui. Est-ce que tout le temps nous allons courir vers le coût de production? De l'autre côté, c'est beaucoup plus moins cher. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ça qui devrait en principe nous motiver la population. Non, malheureusement. Il faut en couvrir ce qui est accessible, ce qui est moins. Malheureusement, non, vous n'êtes pas sans savoir que on vit d'ailleurs une très belle période actuellement où on devait s'attendre à une belle période d'amatant.
Mais la Matan c'est au autre sud, chose c'est carrément. totalement autre chose. La Matan au nord est totalement autre chose, Totalement, malgré oui. la période dans laquelle nous nous Oui, trouvons. oui. Nous sommes dans un schéma, d'aucuns vous parleront de dérèglement climatique, d'aucuns vous diront que ce sont véritablement les changements climatiques qui se sont installés. De toutes les façons, c'est justement ça, c'est le dérèglement climatique. Oui, justement, la grande cause, ce sont nos sources d'énergie. Ce sont les sources d'énergie qui sont en train de nous conduire aujourd'hui vers des situations à la limite catastrophiques pour notre écosystème. Donc, vous me dites que cela fait partie des véritables causes de ce dérèglement climatique. Aujourd'hui, toutes les études, tout ce qui a été mené comme étude, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit les grandes instances, ont révélé cela. Ont révélé qu'aujourd'hui, la cause de notre dérèglement climatique, c'est dû principalement à notre source d'énergie. Et n'oubliez pas que les sources d'énergie classiques thermiques sont aujourd'hui en même temps source de guerre. Comment ça? Parce que ça serait dans les années, on a encore 30 ans, 50 ans devant nous, avant d'assister à la guerre, ou différentes guerres dues aux sources d'énergie, mais c'est faux. Vous avez vu le cas des États-Unis et le Venezuela qui est l'actualité aujourd'hui. C'est l'énergie qui est à la base. Les États-Unis ont été clairs. Nous voulons chercher l'énergie. Le pétrole du Venezuela, doit appartenir aux Américains. Ça a été clair, le président a assumé, il a dit que c'est pour ça que lui, il est allé chercher l'autre président. Pourtant, c'est un État souverain. Donc, États souverains. Les questions énergétiques sont devenues également des questions politiques, c'est ça? Oui, l'énergie serait au cœur et va rester au cœur. S'il y a des États qui se trompent encore, il n'a qu'à se réveiller. L'énergie, tout ce qui est question d'énergie, est aujourd'hui au cœur de tout ce qui serait géopolitique à partir de maintenant. Il y a plus Oui, comme il dit, je pense que l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Ah bon? Ouais, c'est le nerf de la guerre dans le sens où, en fait, c'est ça qui permet de conduire une économie d'un pays, si on regarde bien. Et puis après, la question, c'est vraiment aussi, en fonction de l'énergie qu'on a, est-ce qu'elle va avoir des émissions? Enfin, comment elle est produite? Si on parlait de fuel, effectivement, ça entraîne des guerres. Ça entraîne aussi une augmentation du CO2 dans l'atmosphère qui entraîne par la suite des projections climatiques qui vont être tragiques dans les années si on ne fait rien. Mais tragiques. Et les chiffres l'ont donné. Alors, mais dites-moi, pourquoi est-ce que cette transition vers ce type d'énergie, l'énergie propre, est devenue une urgence mondiale? Pourquoi est-ce que c'est devenu une urgence? Alors, dans le sens, c'est que justement, on a le GIEC, qui est un rassemblement de chercheurs internationaux, a mis en avant des trajectoires. Des trajectoires qui sont, justement, si on augmente de 3 degrés ou 5 degrés, et ils ont fourni des cartes. Actuellement, on est sur des trajectoires, si on prend les trajectoires sur lesquelles on est, si on a des augmentations de 3 degrés à 5 degrés, on va avoir, notamment au Bénin, en 2100 ou même avant même, au Bénin, au Nigeria, on va avoir plusieurs mois dans l'année où justement le taux d'humidité et la chaleur présente sur les territoires va faire qu'on ne pourra pas vivre. On ne peut plus supporter. Imaginez, vous vivez dans un sauna. Vous faites peur déjà. Mais c'est des réalités. Il faut juste le dire. Au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on met en place des programmes, des choses qui justement doivent être mises en place. Il y a des cartes qui parlent, il y a des trajectoires qui sont planifiées. Mais il y a quand même déjà des stratégies pour anticiper tout ça. Il y a des stratégies, mais vous êtes d'accord? On est en train de les mettre en place. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on prend les trajectoires pessimistes. Oui. Parce que même si on les met en place ici, ça ne change pas qu'en fait, il faut avoir des solutions de résilience. Il faut s'adapter aujourd'hui à ces trajectoires. Si on ne le fait pas maintenant, c'est là où on va avoir des problèmes dans 30 ans, parce que ça sera trop tard. Oui, M. Espérance, c'est devenu question d'urgence mondiale. Question d'urgence mondiale. Moi, j'aime beaucoup plus le mot mondial qui accompagne l'urgence de la situation, parce que pendant longtemps, les États les plus développés disent que bon, nous, on va continuer pas polluer et vous allez essayer de mettre des solutions pour qu'il y ait la compensation. Parce que, évidemment, le CO2 émis au Bénin ne reste pas qu'au Bénin. Le CO2 émis aux États-Unis n'est pas aux États-Unis. Tout le monde paie le prix cher de cette situation. Donc, l'urgence devient alors totalement mondiale où il faut conjuguer les efforts, il faut vraiment aller dans des dispositions
régionale, sous-régionale et mondiale. Et vous allez constater qu'au niveau mondial, déjà, à partir de l'accord de Paris, beaucoup de dispositions ont été prises. Et évidemment, il y a eu plusieurs assises. Comme solution, on a trouvé que ce sont les énergies propres, seules les énergies propres, le développement des énergies propres vont nous permettre de changer cette trajectoire dont parlait tout à l'heure Yannick, pour rentrer dans des trajectoires, quitter cette prévision déjà. Et il faut même sonner, hein, c'est même pas à partir de 3 degrés plus que la situation va se poser. Déjà à partir de 2 degrés plus, la situation va commencer par être déjà et là, très mais difficile. ça inquiète, hein, ça m'inquiète parce que vous voyez les pays comme les nôtres, surtout les pays qui sont encore en voie de développement, vont beaucoup plus subir parce qu'on n'aura pas suffisamment les moyens pour faire face aux dégâts. À ces dégâts. Les autres pays développés, ils sont un peu plus à l'aise parce qu'ils se disent, nous avons de la matière, nous avons de la technologie, nous avons tout ce qu'il nous faut pour contrecarrer plus ou moins la situation. Mais sans oublier que, en fait, moi, je suis très content ces temps-ci, face à cette situation, tout ce que la nature nous prouve actuellement face à cette situation énergétique. Aujourd'hui, depuis la semaine passée, les Américains qui sont tellement forts pour parier à ces trucs sont en train de compter des morts dus à ces événements liés toujours à l'énergie. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête. C'est vraiment une question d'enjeu international. Mais moi je pense que quand nous prenons le Bénin, certainement on va aborder. Des dispositions sont en train d'être prises et là, ça nous donne un peu d'espoir. Et comme je le dis, ce n'est pas un pays seul qui peut faire cette affaire aujourd'hui. C'est une lutte commune et tous les États qui se disent bon, ça ne nous concerne pas ou qui sont en train de vouloir changer de vision, j'espère vivement que très vite, ils vont se rendre compte à l'évidence et revenir à la raison pour entrer dans ces diverses dispositions déjà prises au niveau international. D'accord, parfait. Alors, mais je suis tenté de vous poser cette question. Quelles sont les sources, les différentes sources d'énergie quand on parle d'énergie propre? J'en ai cité peut-être au début, vous n'avez pas fait beaucoup attention. Quand vous prenez le soleil, que vous maîtrisez très bien, ça fait partie des énergies propres. Quand vous prenez l'hydroélectricité, ça fait partie des énergies propres. Quand vous prenez l'éolienne, c'est-à-dire l'énergie produite à partir du vent, ça fait partie des énergies propres. Il y a l'hydrogène qui a commencé par germer aussi, ça fait partie des énergies propres. Et je pense que... Mais le constat aujourd'hui, le plus utilisé, c'est le solaire. C'est le solaire. Mais pourquoi, selon vous? Parce que c'est ce que nous avons beaucoup plus de disponibles, surtout quand vous prenez nos pays en Afrique, surtout l'Afrique sud-saharienne, c'est ce que nous avons beaucoup plus. Et ça risque d'être au cœur aussi de la géopolitique les années à venir, parce que c'est tout comme si on a la chose de disponible et qu'on ne veut pas exploiter. Les gens vont dire, ils vont s'installer pour exploiter. Et déjà, je vous souffle qu'il y a de gros projets européens qui dans la zone sahélienne. C'est pour cela que l'instabilité au niveau des pays comme le Niger, le Burkina et le Mali est en train d'être observée et il faut que ça soit réglé le plus vite possible parce que le pire risque de venir parce que ça dérange un peu beaucoup de projets intercommunautaires qui devraient être mis en place dans ces zones parce que permettre quand même à la population de vraiment se développer et de se mettre à l'abri de certaines autres choses. Et je pense que le solaire est connu de tout le monde parce que c'est ce qui est beaucoup plus disponible, c'est ce qui est beaucoup plus accessible. C'est que nous en avons en abondance, surtout avec ce dérèglement, c'est ce qui devient de plus en plus abondant et en termes de disponibilité. Et qu'on ne peut pas dire que ça fait pour 2100, 2200, c'est vraiment ça. Donc il faut surfer sur ça. Et aujourd'hui, sa conversion, la conversion du soleil en énergie solaire est beaucoup plus facile et beaucoup plus maîtrisée par tout ce qui est industriel aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui justifie peut-être le fait que ça coûte énormément cher depuis un certain temps? Parce que c'est le constat aujourd'hui, la population nous informe, nous sommes sur le terrain, nous avons quand même un reportage. Le constat aujourd'hui, c'est que pour s'acheter quand même un petit panneau solaire, aujourd'hui c'est cher, ça coûte cher. Au Bénin, cette situation observée se justifie par beaucoup de choses que certainement les populations ne maîtrisent pas. Et pendant longtemps, jusqu'en
2023, vous avez un gros projet comme MC et Bénin 2 qui a appuyé suffisamment ce secteur. Et c'est une grosse subvention américaine et béninoise qui a injecté dans le secteur beaucoup de fonds, beaucoup de milliards. C'est vraiment des centaines de milliards. On ne sent pas ces milliards sur vous l'avez senti, ça le savoir, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez dit que ces derniers jours, quand vous partez en reportage, les gens vous disent que c'est beaucoup plus cher qu'il y a de cela encore quelques années. C'est parce qu'il y avait cet effet, il y avait ce financement, cette grosse subvention de l'État béninois. Il faut bien le préciser, ce n'est pas qu'un financement américain, c'est l'État béninois, les Américains et puis le secteur privé. Il y a beaucoup d'acteurs du secteur privé qui ont contribué énormément. Je pense que sur tout ce qui a été débourssé comme subvention au niveau de MCA, le secteur privé en a apporté pratiquement 50%, alors que c'est des centaines de milliards qui ont été déboursés. On n'est pas là pour parler de MCA Bénin 2, sinon je pourrais vous sortir des chiffres. C'est beaucoup d'argent qui a été injecté et c'est grâce au secteur privé, à l'État béninois. Et entre-temps, le coût était quand même accessible. Et entre-temps, le coût était accessible. Donc, peut-être vous allez faire des doléances pour que des subventions comme ça puissent être toujours... ou un truc structurel soit fait au niveau du secteur afin que la population sente toujours que ça va. Parce qu'on en a besoin. Yannick, on s'accroche beaucoup plus sur l'énergie solaire, une énergie qui coûte de plus en plus cher sur le marché. Oui. C'est vrai que justement, comme il a dit, il y a toujours... deux choses à comprendre, c'est qu'en fait, lorsqu'on investit, on fait un investissement des fois dans le solaire. C'est-à-dire que c'est un investissement qui va durer un temps et qui va avoir son amortissement sur plusieurs années. Et à la différence de justement le réseau énergétique standard qui est aussi énormément subventionné, il faut se le dire. Il faut se le dire. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs, en fait, ils ont en concurrence, ils sont sur le secteur solaire et ils ont face à eux une énergie subventionnée du réseau. Et donc, en fait, on leur demande, après, on dit c'est très cher. Mais justement, tout à fait. On se bat contre un géant avec des petites armes. Donc, en fait, comme justement David et Goliath, comme il a dit. David et Goliath, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, effectivement, oui, on a été dans des structures différentes à un moment. Et puis, effectivement, on sait qu'il y a eu ces subventions qui sont faites. Et il faut justement, il faut continuer à aller vers ça parce que au final, il y a des retours sur investissement. Moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, voilà, j'ai payé mon kit en 3 ans, ils n'ont plus payé après, pendant plusieurs années. Et en fait, si on regarde après sur le long terme, si personne ne met ça en place, vous payez des factures d'électricité pendant une vingtaine d'années. Et vous n'avez même pas le courant comme cela se doit. Et après, vous allez avoir des coupures. Des coupures. Alors que, voilà. Alors Yannick, dans un pays comme le Bénin, où voyez-vous concrètement l'utilisation des énergies propres? Comment est-ce que vous jaugez la façon dont les Béninois utilisent l'énergie propre? Est-ce que nous l'utilisons d'abord convenablement comme cela se doit? Alors, oui, je pense c'est vrai que vous n'êtes pas béninois, mais depuis un certain temps, on peut vous appeler déjà béninois, n'est-ce pas? Parce que vous êtes déjà au Bénin depuis... ça fait 3 ans et je suis en train de faire les démarches de nationalité. D'accord, ça va aller. Alors, donc en fait, oui, donc pour vous dire... Je pense qu'il faut développer ça de plus en plus et je pense que au Bénin, même partout dans le monde, en fait, on fait à partir de ce qu'on a, de ce qu'on connaît et justement, il faut beaucoup plus d'entreprises qui viennent justement montrer les intérêts et aujourd'hui, je pense qu'on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Effectivement, vous avez dit, il y a un Béninois sur 10 qui a de l'énergie solaire. Si justement on augmentait la quantité de personnes qui connaissent les intérêts, on pourrait faire qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui y aillent. Parce qu'il y a une rentabilité, c'est rentable pour certaines personnes. D'accord. Espérance, il n'y a pas de rentabilité, mais dites-moi, vous, de votre côté, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que ça s'utilise concrètement? Aujourd'hui, vous avez constaté que l'énergie propre, le soleil précisément que vous avez abordé, est utilisé à tous les niveaux, au niveau de toutes les classes sociales du pays. Et je m'explique, quand vous prenez le citoyen lambda qui est quelque part dans une zone enclavée, à peut-être
un petit kit individuel de forme un peu comme des torches, qu'on peut l'appeler, mais comme source d'énergie, le solaire. Et qui l'utilisent. Il y a d'autres ménages qui ont un peu plus de moyens et vous rentrez chez eux, s'ils ne vous disent pas que c'est le solaire, vous ne le saurez pas parce que c'est une installation classique que vous observez chez eux. Mais la télévision est sur le solaire, vous avez tout, vraiment. Et ma grande joie aujourd'hui, vous avez beaucoup de localités qui fonctionnent exclusivement sur du solaire, à travers maintenant les mini-réseaux. Oui, des zones rurales du pays, à travers les mini-réseaux, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler mini ou nano, c'est-à-dire vous allez dans le village, il y a tout un grand champ. On fait le réseau électrique tout comme si c'était la SB2E. Donc, si vous ne voyez pas le champ solaire, vous allez vous dire qu'ils sont sur la SB2E. Non, c'est pas la SB2E. C'est du solaire. Et il y a le réseau installé et la distribution est faite dans les ménages. Et aujourd'hui... C'est souvent l'initiative de qui? Il y a des opérateurs, il y a l'État. Il y a, quand vous prenez les années... Ah, donc des individus peuvent juste se lever et le faire? Pas se lever, le faire comme ça. Il y a, quand vous voulez alimenter tout un village, il y a tout un process. Il faut passer par l'ARE, il faut passer par la DGPS, ce sont les structures de gestion et de régulation de ce secteur. Qui vous autorisent en fonction de la capacité que vous voulez faire. Il y a des capacités, vous faites juste de la déclaration. Mais il y a des capacités, vous devez aller jusqu'à là, à une autorisation de délivrance qui vous concède une zone donnée, que vous êtes appelé alors à produire et à vendre. Vous savez, l'activité là est bien réglementée dans le pays. Quelqu'un ne peut pas se lever et installer quelque chose et vendre ce qu'il veut. Quand bien même l'idée derrière... Il faudrait que les droits des consommateurs soient respectés. Donc, du coup, il faut passer par l'arrêt et faire les choses dans les règles de l'art, avoir une autorisation. Donc, aujourd'hui, des opérateurs économiques ou des spécialistes des investisseurs plutôt, peuvent investir suffisamment dans ce secteur. Et d'ailleurs, il y a un gros projet au niveau de l'État qui a besoin de ces investisseurs pour appuyer parce que n'oubliez pas que en juillet 2025, l'État a adopté son plan national de développement des énergies renouvelables et comme objectif, c'est d'atteindre 30% du mix énergétique avec en vogue, c'est-à-dire en mettant d'ici 2030. C'est juste un plan de 5 ans, 25-30 et 2025-2030 et c'est un plan très ambitieux qui doit amener à 100%, c'est-à-dire tout le monde doit avoir accès à l'énergie. Donc en gros, est-ce que les Béninois utilisent convenablement l'énergie? Convenablement aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui l'utilise pour sa sécurité, pour avoir simplement l'éclairage, ou bien pour recharger son téléphone, ou bien pour avoir le confort à la maison, vous savez que ça veut dire que l'énergie propre, surtout le soleil, n'est plus à démontrer à un Béninois, n'est plus à expliquer à un Béninois. Aujourd'hui, les gens l'utilisent convenablement. Et je disais, il reste un dernier niveau qui a franchi aujourd'hui aussi au Bénin, à part les mini-réseaux. L'État a franchi un autre cap avec la centrale à injection de Pobet. Donc ça veut dire quoi? Le réseau conventionnel qu'on a aujourd'hui a comme source de production aussi une énergie propre, c'est-à-dire une centrale solaire qui injecte directement dans le réseau. Et là, l'État a déjà fait cette expérience et c'est une expérience très là, on constate clairement que beaucoup d'actions ont été menées. Sont menées et continuent d'ailleurs. Et continuent. Je vous ai parlé tout à l'heure du plan 2025-2030 assez sur le PONADER et qui est un plan très ambitieux, donner la serre équitable et pour tous en énergie d'ici 2030 et surtout avec un mix énergétique de 30% basé surtout le soleil et l'hydro. Donc, c'est-à-dire les énergies propres doivent occuper dans cet objectif, dans cette vision de l'État, les énergies propres doivent occuper 30% au minimum de la part. C'est pas peu. Hein? Ce n'est pas peu et je pense qu'avec tout ce qui est projeté au niveau de l'État... Vous comptez qu'on pourrait aller jusqu'à 50%? Vous savez, moi je suis du secteur privé, je ne suis pas un agent de l'État. Vous comptez qu'en principe, on devait aller jusqu'à 50%? Non, ce n'est pas ça. C'est pour vous dire que c'est un plan très ambitieux et avec tout ce que l'État est en train de mettre en place comme démarche, les 30% peuvent être dépassés. Je laisse les acteurs du secteur public... On a cette capacité? Oui, on a cette capacité parce que quand je vois déjà la centrale à ingestion de Pobet est en train d'être dupliquée et
toujours un à Pobé, un autre à Boycon, un autre à Parakou, je crois, ou bien à Titengou. Donc je pense que Djougou et Parakou, je crois. Je pense que de toute façon, c'est dans le nord. Oui, je pense qu'il doit y avoir deux au nord, un à Boycon. Et le réseau structurant pour accueillir ça est déjà fait. Parce que c'est le défaut. Le système de transport n'était pas si efficace, donc ne permettait pas véritablement de faire les centrales à injection. Aujourd'hui, c'est chose faite et je pense que là, ça promet. Ça promet quand même. On peut espérer. Nous, en tant qu'acteurs du secteur, du domaine et du côté privé, on ne peut qu'encourager l'État et surtout de solliciter que l'État crée suffisamment d'ouverture à ces investisseurs et puis à ces acteurs du secteur privé que nous sommes afin qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice, que ça ne soit pas simplement des projets qui vont profiter que des investisseurs étrangers, mais que ça soit accessible à tout le monde, afin que nous puissions contribuer efficacement à au rayonnement de ce pays. D'accord. Yannick, alors ces énergies, est-ce qu'elles sont véritablement accessibles aux Béninois lambda ou soit c'est réservé uniquement aux riches? Non. Je pense que justement, il y a des solutions, il y a des entreprises qui mettent en place des solutions qui permettent de subvenir à tous les besoins de budget, en fait. On peut, que ce soit des personnes qui peuvent accéder à leur kit à partir de 200 francs par jour, même moins encore en fonction de ce qu'on veut avoir et de nos besoins. Des appareils qu'on veut y mettre peut-être, n'est-ce pas? Ouais, voilà, ça dépend. Voilà, si vous voulez des frigos, etc., il faut se préparer financièrement. Si vous voulez juste les lampes, voilà, il faut se préparer. Et même en fonction, on peut avoir des petits kits de lampes qui sont adaptés à notre budget. Donc le fait de dire que c'est pour uniquement des riches, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même moi, j'ai des clients qui sont des Béninois. Et donc, en gros, il faut se dire que tout le monde peut y arriver, en fait. Tout le monde peut accéder. Enfin, on a vu, on est dans le secteur, il y a des dizaines, des centaines de milliers de Béninois, de tout budget confondu, qui ont du solaire chez eux. Alors, la preuve est là. Alors, est-ce que ce secteur ne peut pas générer beaucoup d'emplois, Yannick? Énormément d'emplois. Déjà, si on regarde plein de choses, il y a aussi un potentiel énorme. Aujourd'hui, le potentiel, c'est aujourd'hui les panneaux solaires ne sont pas encore même des fois assemblés au Bénin, alors qu'au final, les assemblages sont pas forcément très complexes à faire. Donc il y a des usines d'assemblage qu'on peut mettre en place. Il y a des usines de valorisation. Ces usines auront besoin forcément de main-d'œuvre, de formation, d'emploi. Et en fait, il y a énormément de choses à mettre en place parce que justement, c'est une énergie qu'on peut produire sur place et qui après va faire, plutôt que de donner de l'argent à un pays étranger, on peut très bien réinjecter des tâches à faire dans le pays. Et en fait, on peut créer beaucoup d'emplois. On en a eu la discussion tout à l'heure. Il va encore nous éclairer. Monsieur Espérance, justement, est-ce que ce secteur ne peut pas quand même sortir cette jeunesse béninoise du chômage? J'avoue que c'est un secteur très passionnant qui a une chaîne de valeur énorme qu'on n'arrive pas à imaginer. Mais que nous ignorons. Que beaucoup de gens ignorent. Quand je prends simplement la distribution, vous développez, il y a les emplois liés à tout ce qui est logistique, tout ce qui est commercial. Vous imaginez déjà? Ça, c'est simplement du point simplement de la distribution. On n'a pas encore commencé. On n'a encore rien commencé là. Je viens sur l'installation. Vous avez des installateurs formés. Ça fait plein d'emplois qu'on peut créer. Vous voyez les lampadaires, par exemple, qu'on installe. Vous avez vu combien de jeunes qui sont souvent à l'œuvre? C'est des milliers en fonction du nombre que vous voulez installer. Donc, il y a plein d'emplois en termes d'installateurs. Et quand on laisse l'installation, il faut la maintenance et la réparation. Et il faut des gens pour le faire. Il y a plein de jeunes qu'il faut former aussi là. Et comme l'a dit tout à l'heure Yannick, et quand on passe à l'échelle d'assemblage sur place, vous créez encore alors tout autre pôle d'emploi, d'assembleurs, c'est-à-dire des semi-industriels comme ça facilement. Et quand on laisse la chaîne de production à la distribution,
c'est un secteur qui donne encore autre chaîne de valeur à la fin de vie. La valorisation de la fin de vie des équipements qui rentrent dans la production de cette énergie. C'est-à-dire tout ce qui est panneaux, tout ce qui est batterie, comment on valorise, comment on gère, on fait leur gestion de fin de vie. Ça crée autre chaîne de valeur. Donc vous voyez, c'est un secteur qui a beaucoup d'emplois, sans oublier la structuration des entreprises qui gèrent là. Vous parlez de RH, vous parlez de l'administration RH, comptable, tout ce que vous voulez qui rentre encore en ligne de compte. Donc je pense que c'est un secteur, quand vous faites un peu le point, ça fait partie des secteurs, quand c'est bien structuré, emploie énormément de gens. Alors, quels sont les principaux obstacles, M. Espérance, qui freinent le développement des énergies propres? Surtout que c'est aujourd'hui que nous célébrons quand même cette journée. Je pense que les énergies propres doivent être avant tout une volonté et un engagement fort des États. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, quand on voit beaucoup plus le développement de ce secteur quand l'État s'y engage, prend un engagement fort. Même si c'est sans investir, c'est-à-dire il y a des leviers sur lesquels l'État doit agir pour faciliter la tâche aux investisseurs. Il y a de cela encore, je crois, 10 ans, on ne peut pas parler de conception et l'exploitation des mini-réseaux, des mini-centrales par des opérateurs économiques, par des investisseurs. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ces choses faites, ça veut dire quoi? L'État a pu régler du point de vue législation et puis administratif, tout ce qui était blocage. Au moins de ce côté, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Quand vous prenez, il reste des étapes. On peut aller beaucoup plus loin que le citoyen lambda, comme vous et moi, on puisse produire de l'énergie chez nous, tout en ayant la SBE2 dans notre maison, de consommer l'énergie solaire, de revendre s'il y en a de l'excédent à la SBE2 et à la fin de l'année ou à la fin de chaque mois, le différentiel est fait, on voit qui doit à qui et c'est compensé et on évolue. Je pense que cette réglementation, par exemple, n'est pas encore mise en place au Bénin. Maintenant, par rapport aux acteurs... Malgré ça, qu'est-ce qui bloque encore concrètement? Comme je le dis, c'est vraiment une volonté politique. Ce n'est que l'État, via ses structures, l'Assemblée haute, qui peuvent prendre des dispositions permettant de libéraliser davantage ce secteur. Vous voyez, quand le secteur est encore protégé, il y a déjà une ouverture que j'ai saluée tout à l'heure, mais ça reste des trucs qu'on peut lever pour pouvoir faciliter davantage. Quand vous prenez les opérateurs économiques de petite taille qui existent dans ce secteur aujourd'hui, ils vous diront que il faut véritablement des dispositions claires et simples pour faciliter tout ce qui est dédouanement, tout ce qui est des tasses. Donc parce qu'il reste encore un peu de blocage à ce niveau. Tantôt, c'est pas trop clair, tantôt, c'est pas bien spécifique. Et je pense qu'il faut que l'État central puisse revoir ces petits aspects. Et ça passe par une collaboration franche entre les acteurs, les structures organisées et l'État, afin que, parce que moi je ne les accuse pas, pour la loi des finances, ce n'est pas forcément des spécialistes qui produisent les différentes du budget. Et bien sûr, il y a le ministère de l'énergie qui est là. Le ministère de l'énergie, n'oubliez pas, c'est des acteurs étatiques, ils ne sont pas forcément du secteur privé. Et là, c'est des spécialistes du domaine peut-être, mais ils ne sont pas à cheval sur le commerce et sur l'industrie. Vous voyez, c'est différents ministères. Alors qu'un opérateur économique qui est dans ce secteur, c'est son jargon, c'est son milieu. Tout le monde, il est au milieu de tout ça là, donc il a besoin d'être alors écouté parce que lui seul en un représente 2 ou 3, 4 structures étatiques à la fois. Donc ça fait toute la chaîne se retrouve chez lui. Donc quand vous l'interrogez, vous pouvez facilement entendre beaucoup de choses. C'est là où moi je dis il faudrait qu'il y ait vraiment synergie d'action afin que ces petites blocages puissent quand même être levés afin qu'on profite davantage des avantages de ce secteur. De ce secteur au Bénin. Oui. Yannick, dites-moi, vous de votre côté, qu'est-ce qui bloque véritablement pour que ce secteur puisse rayonner? Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de projets, en fait. Notamment, moi, j'ai une vision assez holistique notamment du bâtiment aussi qui va avec l'énergie. Pour l'instant, je n'ai pas autant de problèmes,
Mais je pense qu'effectivement, il faut que l'État mette en place, accompagne beaucoup plus. Si on va voir des communes, notamment des mairies, il faut que justement ils soient à l'écoute et qu'ils nous mettent à disposition. Qu'ils aient quelques facilités. Qu'ils aient quelques facilités, que ce soit mis à disposition de jeunes. Moi, je vous donne des exemples tout bêtes. Moi, je cherche à avoir des fois une douzaine d'apprenants. Oui. Et ben, c'est vrai que c'est compliqué des fois d'avoir à disposition ces personnes. Et surtout les rémunérer mensuellement. Et les rémunérer mensuellement, de trouver justement, de se dire aussi déjà pour le temps de la formation, parce qu'on doit les former, justement, moi j'ai des jeunes qui voulaient se faire former, qui me disent ok, je veux me faire former. Je fais l'expérience. Je veux faire l'expérience. Et nous, du coup, ce qu'on leur propose, c'est on leur dit ok, venez et voilà, on va vous former. Mais des fois, il y a un coût pour la formation obligatoire. Et en fait, c'est vraiment d'avoir des solutions qui permettent de former des jeunes. Parce qu'après, quand on forme des jeunes, les jeunes, après, eux, ils peuvent après faire leurs propres activités eux-mêmes. Oui. Et mettre en place ces systèmes-là. Donc, en gros, c'est vraiment... Voilà, quand on va venir, on vient avec un projet, qu'on nous écoute et qu'on essaie vraiment de nous faciliter la vie du mieux qu'on peut. Ça, c'est vraiment... Si déjà on fait ça, c'est parfait. D'accord. C'est parfait. Nous sommes à la fin de l'émission. Yannick, qu'est-ce que vous avez à compléter? Moi, je compléterais sur le point, c'est... Aujourd'hui, c'est quand même cette journée. Est-ce que nous n'allons pas quand même réfléchir sur comment faire rayonner le secteur de l'énergie propre? Oui, moi, de ce que je pense déjà sur ça, c'est si vous êtes jeune, cherchez à vous faire former, cherchez à vraiment maîtriser le sujet, chercher à mettre en place des choses pratiques, mettre en place des systèmes solaires, maintenir des systèmes solaires, les revaloriser et travailler aussi à qu'est-ce qu'on en fait juste après. Donc je mets en place un système solaire, est-ce que je peux alimenter un moteur électrique, une moto électrique après derrière tout ça? Au lieu de perdre de temps sur les réseaux sociaux. Au lieu de perdre de temps sur les réseaux sociaux, cherchez vraiment à vous motiver à constamment et chercher des formations. Cherchez à vous faire former de n'importe quelle des manières parce que c'est un secteur où lorsque vous maîtrisez ça, vous pouvez apporter tout de suite de la valeur lorsque vous êtes bien structuré en fait. Et comme je dis, c'est justement acheter des équipements, que ce soit une personne qui fonctionne sur le réseau, Oui. aller acheter des panneaux solaires, savoir les mettre en place dessus, en fait, vous pouvez vous rendre compte qu'en plusieurs années, vous avez un retour sur investissement tout de suite. En 3 ans. Donc, c'est très capital, très important la formation. Il faut se faire former, il faut tester les choses. On parle d'énergie solaire, on parle aussi, moi, de biodigesteur. Moi, ce que j'aimerais bien aussi dire, c'est de la maçonnerie. C'est-à-dire, plutôt que de faire des fosses simples, faites-vous former à faire des biodigesteurs. C'est un mix de plomberie et de maçonnerie. Mais à la place, vous avez, pour des quantités quasi similaires de matériaux, vous pouvez produire du gaz au lieu de faire une fosse. Faites. Et si on forme du monde à faire ça en quantité, on va se rendre compte que des gens vont le faire. Alors, donc, c'est votre message à l'endroit de la jeunesse en cette journée? Oui, et faites-vous former, venez vous faire former, cherchez des entreprises qui peuvent vous former. Il y en a. Il faut juste y aller et être motivé. Merci beaucoup. Espérance Rousseau. Oui. Oui, merci. Aujourd'hui, Journée internationale des énergies propres. Nous allons exhorter les uns et les autres à avoir des gestes beaucoup plus simples. Déjà, parce que pour pouvoir avoir de l'efficacité énergétique dans nos comportements, quand je veux quitter ma chambre ou mon bureau, je ne dois pas laisser mon climatiseur allumé, je ne dois pas laisser les lampes allumées, je ne dois pas laisser le poste téléviseur. Il faut avoir adapté parce que ce que les gens ne savent pas, l'efficacité énergétique, à un moment donné, si on veut prendre du recul et bien analyser, ça rentre dans les leviers des énergies propres. Parce que ça nous permet, pas derrière, de ne pas faire de gaspillage d'énergie thermique que nous disposons aujourd'hui. Ne pas faire ce gaspillage, c'est sauvegarder, diminuer la production de l'énergie. Donc, c'est sauvegarder davantage toujours notre écosystème. Et à côté de ça, je pense que... Yannick a peut-être parlé de formation. Oui, la formation... Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, vous savez, il n'y a pas ce secteur où il ne faut pas faire de la formation. Et là aussi, je suis aussi content que l'État béninois puisse aborder des formations nouvelles dans les nouveaux lycées qui sont en train d'être mis en place. Vous avez constaté que ça fait pas, ça fait partie des plans de formation
sur lesquels l'État veut partir, parce que l'État a compris qu'il y a un enjeu là. Il y a un enjeu. Il y a véritablement Et surtout un défi pour... Il y a un défi à relever. À relever. Le défi est là aujourd'hui. On ne peut plus se leurrer la face et on manque de ces acteurs efficaces clés. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Ce n'est pas forcément les grands ingénieurs qu'il nous faut, mais parfois il nous faut simplement des praticiens pour pouvoir sauver beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le Bénin en a suffisamment besoin, quel que soit le secteur d'ailleurs. Et à côté de ça, je pense que nous, acteurs du secteur des énergies propres, nous allons continuer par nous battre, nous allons continuer par faire le lobby auprès de l'État afin que nos doléances soient suffisamment prises en compte, afin que le secteur puisse bénéficier d'un rayonnement et voulu par l'État central. Je sais que ce rayonnement, ça ne peut que passer par les acteurs du secteur privé. La belle preuve, les acteurs que vous êtes justement. Le PONADER le signifie très bien, c'est axé beaucoup sur le secteur privé, parce que le financement aujourd'hui, vous ne pouvez pas le mieux capter si ce n'est pas ces acteurs-là, ces sachants qui se donnent corps et âme. Et chaque jour que Dieu fait dans ce secteur, je pense qu'on a l'État à nous écouter un peu. On a du boulot quand même, on a du chemin. On a du chemin, mais je pense que 2030, moi j'ai l'habitude de dire 2030, c'est là. C'est déjà là. C'est déjà là parce qu'on a abordé 2026, et là... donc on a commencé déjà le décompte. Et n'oubliez pas que ça fait partie des recommandations des ODD. Ça fait partie des ODD. La pour tous fait partie des objectifs de développement durable. Vous voyez combien de fois c'est lié. Le développement durable aujourd'hui passe par de l'énergie propre. Et il faut que nous, ensemble, chaque secteur, chaque pan de cette société, de cet État puisse travailler ensemble et qu'on arrête de travailler chacun dans son camp, que le secteur privé arrête de travailler uniquement dans son camp, que l'État arrête aussi de travailler uniquement dans son camp, qu'on se donne la main. Il faut qu'on travaille qu'on puisse travailler la main dans la main. Parce que n'oubliez pas, même l'union fait la force. L'union fait la force et les acteurs du secteur déjà locaux, les acteurs locaux, je ne parle pas forcément des investisseurs qu'on peut amener demain, que ces acteurs ont même la possibilité d'amener. Par exemple, moi, sur UMC, moi j'ai amené des investisseurs qui ont investi au Bénin, beaucoup d'argent. Donc, à part ça, ce qu'on s'est fait déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu d'appui au niveau de l'État central pour que ça soit beaucoup plus capitalisé. Un nouveau investisseur tout de suite aujourd'hui ne peut pas maîtriser le terrain comme un acteur qui est dedans depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Parce qu'on a des acteurs qui sont dans ce secteur au Bénin, ça fait plus de 30 ans. Hein. Il y en a qui ont déjà fait pratiquement 40 ans dans ce secteur au Bénin. C'était les tout premiers. D'ailleurs, ils sont venus, tout le monde les voyait comme des sorciers. Ils ont fait leur parcours, ils ont fait leur chemin. Ça a rattrapé tout le monde et on a vu aujourd'hui que les énergies propres... repères quand même. Oui, et on a compris que les énergies propres sont venus nous rattraper, s'imposent à nous. Donc, on doit faire avec. Donc, c'est vraiment de voir comment accompagner ces acteurs dans leur réflexion afin que le secteur puisse se porter vraiment mieux. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire là. Et moi, je veux vraiment que... Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Même si ce gouvernement ne peut plus le faire, le gouvernement à venir, il faut que ça fasse partie de ces premiers chantiers pour vraiment maîtriser le secteur de l'énergie. Il faut qu'il y ait... Je ne sais pas si on va appeler ça un État... des états généraux du secteur de l'énergie. Je ne sais pas quel nom ils vont donner. Mais de toute façon, il faudrait que l'État central et le secteur privé puissent véritablement s'asseoir pour discuter de ce secteur. C'est là, la réussite du PONADER passe par là. Oui. Allez, Espérance Ossou, votre message de la fin était véritablement long. Hein? Alors oui, c'est long parce que j'ai l'habitude de vous dire, quand on veut parler de l'énergie, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. Allez, merci beaucoup à vous, Espérance Ossou. Je rappelle que vous êtes énergéticien. Merci pour votre disponibilité. Merci. Yannick Chama, bonsoir. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la 102.3 FM, merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Rebecca Ogou, au son Emmanuel Agbojelou. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.